sur la presse, je crois que vous avez raison, vous y opposez totalement, mais des grandes leçons du style on est hors système quand on est chez Mélenchon, alors que Mélenchon, lui, pour le coup, veut changer de République. Alors c'est grâce à la République qu'il mange depuis 30 ans, 40 ans, il a été ministre, il a été sénateur, il a été député, il a tout fait. Donc en fait, cette remarque-là ne me semble pas pertinente et je crois que le traitement médiatique qui est réservé à Éric Zemmour n'est pas tendre, je ne crois pas que ce soit le terme. Je crois que quand il est reçu par Gilles Boulot chez Laurent Ruquier, il n'est pas spécialement bien reçu. Je sais, d'ailleurs, je vais avoir l'honnêteté de le reconnaître, enfin, je vais tenter d'être honnête, je trouve que la France Insoumise est parfois moins bien reçus sur le service public, mais par exemple, typiquement chez un Ruquier, vous êtes reçus comme des rois. Ils sont très bien reçus chez nos amis de BFM TV. Et vous êtes reçus correctement, donc les leçons comme ça. Et je finis sur ça. Le propos que j'avais, c'est pas sur la façon comment on est reçu par les journalistes, c'est la particularité quand même, reconnaissez-le, d'Éric Zemmour qui a été chroniqueur télé dans différentes configurations pendant des années et des années. Ça c'est quand même quelque chose qu'on est obligé de reconnaître. C'est une originalité quand même. Et des années que Jean-Luc Mélenchon occupe les plateaux de télévision aussi. Désolé, pas avec ce positionnement-là, pas avec ce temps. Monsieur Mélenchon, je vous ai laissé finir. Monsieur Mélenchon a le droit de faire des plateaux, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais en fait, Éric Zemmour, s'il est à l'antenne et que les chaînes le prennent, que les journaux le prenaient, c'est parce que ça vend, parce que ça marche, parce qu'Éric Zemmour, en fait, quand il est à l'antenne, les gens regardent. Aujourd'hui, quand Éric Zemmour se déplace, il y a des foules. Aujourd'hui, quand on fait un meeting, ils sont remplis. Aujourd'hui, quand Éric Zemmour fait une antenne... CNews, c'est une chaîne qui est déficitaire, par exemple. Mais quand je dis ça avant, je ne sais pas si ça suffit. CNews, en termes d'audience, CNews est vraiment la volonté de faire de l'argent. CNews fait de belles audiences quand Éric Zemmour, mais d'ailleurs, toutes les chaînes font de belles audiences quand Éric Zemmour. Peut-être que c'est pas le cas avec Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être un peu moins bankable en ce moment, peut-être parce que vous êtes moins, peut-être parce que c'est la troisième fois qu'il se présente, peut-être parce qu'il est un peu usé, peut-être parce que ça fait maintenant 30 ans, 40 ans qu'il est en politique et il s'est réveillé un jour en disant je suis un révolutionnaire. Voilà, peut-être que tout ça fait qu'aujourd'hui Mélenchon intéresse moins les gens. Bah écoutez, Éric Zemmour lui les intéresse. Éric Zemmour lui crée une dynamique. Éric Zemmour a des ralliements. Je vous souhaite la même chose pour votre campagne. Voilà, c'est une déclaration du candidat Éric Zemmour. On veut chasser l'idéologie de l'école. Concrètement, une fois qu'on est au pouvoir, c'est quoi chasser l'idéologie de l'école? Mais c'est par exemple, c'est encore arrêter d'avoir toujours du pédagogisme à longueur de temps. Et là, et je crois d'ailleurs, il a été assez clair là-dessus. Enfin, il me semble, je l'ai écouté comme vous du coup tout à l'heure. Quand Éric Zemmour parle par exemple, du primaire et qui veut recentrer sur les enseignements fondamentaux, les mathématiques, le français, etc., et ne pas se perdre dans d'autres choses à côté, c'est concret. Quand par exemple, un exemple concret, quand par exemple, Madame Traoré se balade dans des écoles françaises. Quand M. Thuram se balade dans des écoles françaises, si ça, c'est pas de l'idéologie, qu'est-ce que c'est? Ouais, non, mais voilà, vous me demandez, je vous réponds très concrètement. Pour réformer l'école, il faut chasser Mme Traoré. Non, c'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis, monsieur. Vous me dites comment on fait pour empêcher qu'il y ait l'idéologie dans l'école. Eh ben, je vous dis, aujourd'hui en France, on autorise dans certaines écoles certaines personnes à venir pour faire de la propagande pour leur cause. Ce n'est pas l'endroit pour le faire. Et vous me demandez comment faire pour arrêter ça. Eh bien, ces gens-là n'iront pas à l'école, ils feront des meetings politiques, ils iront dans les médias, ils s'exprimeront sur les réseaux sociaux, mais ils n'iront pas à l'école pour le faire. D'accord, et ça aura un impact significatif. Mais attendez, je peux répondre. Non, mais attendez, je réponds à une question. Moi, je suis pas en train de vous dire que c'est the priorité, que c'est la priorité majoritaire. Vous me posez une question là-dessus. Moi, je vous réponds juste très simplement. Moi, je pense que la priorité de l'école, en effet, c'est en primaire, parce que quand on a plein d'enfants, plein de gamins qui arrivent au collège, qui sachent à peine lire et écrire, c'est un problème, ça, vous êtes d'accord avec ça? Eh ben, renforcer les fondamentaux à l'école primaire, remettre un certificat à la fin du primaire pour que les élèves puissent passer en 6e, mais ça, c'est du concret. Ça, c'est pas empêcher qu'il y ait des élèves qui, à l'âge de 11 ans, 12 ans, décrochent. Voilà, ça, c'est du concret. Et moi, je suis pas en train de vous dire que l'idéologie et que Mme Traoré, c'est le problème numéro 1 de l'école. Je vous dis juste que quand elle le fait, c'en est un. Dans les 5 ou 7 propositions qui apparaissent sur le site d'Éric Zemmour, c'est en tout cas l'une des propositions mises en avant. Mais il y aura tout un tas de choses qui seront détaillées tout au long de la campagne. Vous le savez, je crois que vous êtes un fin observateur de la vie politique. On va séquencer tout au long de cette campagne différents sujets, différents thèmes. Il y aura un thème sur les jeunes, sur la jeunesse. Et ça sera fait. Ça serait c'est de la pure provocation. Bien sûr, évidemment que c'est de l'humour. Évidemment, et d'ailleurs, j'étais à la conférence de presse tout à l'heure. C'était à Boulogne-Billancourt. Non, c'était à Paris dans d'autres sujets. D'accord, ok. Mais j'étais à cette conférence et donc j'ai parlé après avec les journalistes qui étaient présents à cette occasion. Et tous les journalistes de bonne foi qui étaient présents, qui ont écouté la chose dans son intégralité, ont compris que c'est ironique quand il dit mon illustre prédécesseur, c'est de la provoque, c'était de la provoque envers la presse. Mais je crois que le plus important dans cette conférence de presse, c'était son programme sur l'école, et c'était évidemment la présence de Guillaume Pelletier, qui est comme l'ex porte-parole de Nicolas Sarkozy, qui est l'ancien vice-président des Républicains. Et ça, c'était la chose la plus importante. Pourquoi il vous rejoint? Pardon? Pourquoi il vous rejoint? En fait, je crois, et d'ailleurs... Il avait rien à faire, il s'embêtait un peu, il était au placard. Non, quand on est vice-président des Républicains, on n'est pas réellement au placard non plus. Ils le seront peut-être. Moi aussi, je suis taquin. Ils seront peut-être au placard en septembre 2022. Non, je crois justement qu'il va juste au bout des choses. Beaucoup de Républicains pensent tout bas tout ce que dit Éric Zemmour, plus haut, tout haut. Et en fait, il est juste en train
de terminer, je crois, de la recomposition politique qui a eu lieu, qu'Emmanuel Macron a commencé. Je crois que cette présidentielle, elle va achever cette recomposition politique entre les LR qui, en réalité, voteront sans aucun souci pour Emmanuel Macron, et les LR, en fait, qui se retrouvent dans un Éric Zemmour et qui, en fait, ont tous lu ses livres, les tous avec envie. Et Guillaume Pelletier, je suis très heureux de le voir aujourd'hui. C'est pour le coup un politique de grand talent et il l'a prouvé sur les différentes antennes qu'il a fait récemment. C'est un homme d'expérience qui va apporter beaucoup de choses à la campagne. C'est un élu local, un élu rural, et qui nous fera un grand bien. Et je crois que ce mélange qu'on est en train de mettre en place dans la campagne entre l'expérience de gens comme Philippe de Villiers, des hommes de parti qui comprennent comment ça fonctionne à l'échelle nationale, comme Guillaume Pelletier, et une grande part de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on est plus de 10 000 militants dans notre mouvement jeune, va faire une belle alchimie qui nous permettra de faire de très belles choses dans les mois à venir. Est-ce que l'appel en direction des LR a été entendu ? Nous, on ne fait pas un appel aux maires spécialement LR, on fait un appel à tous les maires. Le vrai problème, c'est pas tant les 500 parrainages, le vrai problème, c'est qu'ils ne sont plus anonymes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maires il y en a une partie qui reçoivent des pressions, que ce soit de leur région, de leur département ou directement du parti politique. Et deuxièmement, il y a aussi des maires qui, en fait, avant de subir une pression, ont peur de la recevoir, donc préfèrent esquiver le sujet pour des raisons qui sont compréhensibles. Quand on a un petit maire d'une zone rurale, on peut être inquiet. Est-ce que vous galérez encore un peu ? Comment ? Est-ce que vous galérez encore ? C'est un long travail, c'est un travail de longue haleine, mais je crois que la France Insoumise a du mal, Marine Le Pen a du mal. En plus, il y a des candidats comme Dupont-Aignan, il me semble, Florian Philippot, qui sont à la recherche aussi des parrainages. Je ne sais pas où on est un Jean Lassalle, mais c'est vrai que c'est un souci. Et d'ailleurs, cette mesure imposée par la gauche, par François Hollande, quand il était président de la République, elle s'inscrit en plus un peu en opposition, par exemple, à la conception qu'on pouvait avoir, que De Gaulle pouvait par exemple avoir de cette élection, qui est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et en fait, là, c'est pas la rencontre d'un homme et d'un peuple, c'est la rencontre d'un parti et d'un peuple. Et en fait, non, on n'est pas là pour être dans une logique partisane, on n'est pas là pour que tous les candidats issus d'un parti comme les Républicains, comme Hidalgo, qui a quasiment, il me semble, 2000 parrainages. C'est qu'elle a 2000 parrainages et elle pèse 2%. Nous, et d'ailleurs... 4%. Ouais. 4-5. Autant pour moi. Pas 2 quand même. Autant pour moi. Et pour le coup, que ce soit Marine Le Pen, Pécresse, Pécresse c'est pas le cas, mais Mélenchon, Zemmour, ils pèsent à eux 3, quasiment 35% de l'électorat, voire plus, 45 quasiment. Et ces gens ne seraient pas représentés. Mais c'est tout bonnement aberrant. Et j'espère que l'appel qu'Éric Zemmour a fait auprès de David Lisnard sur les poules de parrainage sera entendu et écouté et peut-être mis en place, j'espère, dans les prochaines semaines. Quand on voit ce qui se passe en Amérique, on se dit que le débat peut être ouvert en tout cas ce soir et on peut en tout cas en parler. Stanislas Rigaud. En fait, ces chiffres, quand même, ils sont... il faudra évidemment regarder dans le détail du détail, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, aujourd'hui, s'ils veulent avoir le port d'âme chez eux, c'est que peut-être que beaucoup se sentent en insécurité. Peut-être que beaucoup... Et c'est un risque, en fait. Moi, je n'ai pas envie que demain, les Français s'arment en se disant, vu que l'État n'est pas capable de me protéger, moi, je vais m'armer au cas où je me fais cambrioler, au cas où je me fais agresser, au cas où je me fais attaquer. Et je crois que... il y a 4 millions de porteurs d'un permis de chasse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 4 millions de chasseurs actifs. Je pense qu'il y a des gens, et ça existe, qui le font. Et en fait, il ne suffirait qu'il n'y en ait que 100 qui les fait avec de mauvaises intentions derrière, avec l'idée de se défendre eux-mêmes, et ce serait déjà très inquiétant. Parce que 100 personnes qui portent une arme en se disant « l'État ne me protégeant pas, je vais le faire tout seul », ça devrait inquiéter tout le monde. Donc l'idée n'est pas de créer un climat anxiogène. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe dans le réel. Et le réel est tellement violent, encore une fois. Enfin, désolé, mais encore une fois, ce chiffre est comme ça, le chiffre d'une agression toutes les 44 secondes, pardon. Mais c'est énorme. Les cambriolages sont en expansion totale. Les agressions, les gens s'inquiètent. Et je crois qu'ils ont le droit de s'inquiéter parce que l'État ne fait pas les choses comme il le faut. Parce que je pense que c'est un vrai sujet, le sujet du cannabis. Sur l'émission Face à l'info, quand il exerçait sur CNews, il avait posé la question justement de quel est le plus utile, justement, pour des raisons sanitaires pour le coup, et de sécurité, etc. Et justement pour lutter contre le trafic de drogue à grande échelle, parce que vous avez raison pour le coup, je ne peux qu'approuver ce que vous avez dit. Le but, c'est pas juste d'aller choper les dealers à la sortie des banlieues ou je ne sais où, dans le 16e arrondissement de Paris. Le but, c'est d'aller au fond des choses. Et Éric Zemmour s'était interrogé là-dessus, mais ça ne fera pas partie du problème d'Éric Zemmour que de supprimer, que d'autoriser le cannabis. Donc Éric Zemmour n'est pas pour la légalisation du cannabis aujourd'hui. Éric Zemmour n'est pas pour. Mais je crois que la question, mais ça c'est un débat. Moi, à titre personnel, je suis contre. Éric Zemmour ne reviendra pas dessus s'il est élu président de la République. Pour autant, moi je comprends et je peux entendre certains arguments parce que c'est des sujets qui touchent en plus énormément de gens, énormément de jeunes qui en consomment. Moi je pense, et comme Éric Zemmour d'ailleurs, que ce serait combattre en réalité les effets et pas les causes, et qu'il faudrait aller dans le fond des choses. Et que moi c'est ma vision de la chose pour le coup, très honnêtement, c'est que si on autorise le cannabis en se disant on ne peut pas lutter contre,
C'est qu'en fait, c'est un aveu de faiblesse profond et terrible. Après, je veux bien entendre certains qui vont me dire c'est pas un souci, en fait, c'est pas si grave que ça. Moi, je pense que des gens qui fument des joints, ça les rend pas plus intelligents et ça a plus de chances. Que ça ne fonctionne pas pour l'instant, que la politique de répression ne fonctionne pas pour l'instant, ça consomme un temps. Mais il faut que ça fonctionne parce qu'on pense aussi à toutes celles et ceux qui habitent dans les barres d'immeubles où le trafic se font aux entrées. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Les familles qui subissent tout ça également. La légalisation. Ça crée factuellement de l'insécurité. Pas du trafic, pas de la consommation du cannabis. Vous parlez du trafic. Bien sûr. Oui, mais quand on trafique, on consomme aussi en même temps. Pour la plupart du temps, j'imagine que si on vend des joints, on en fume aussi un peu. Non, mais juste deux choses. Quand vous dites que toute la politique ces dernières années ont échoué contre la lutte contre le cannabis. Mais moi, j'irais plus loin que vous, en fait. C'est pas que contre le cannabis que les politiques en place ont échoué. C'est sur toutes les questions d'insécurité. Et c'est pour ça que quand Valérie Pécresse, une partie de la gauche qui était aussi aux responsabilités, la gauche PS, et aujourd'hui Emmanuel Macron parlait de ça, ils n'ont pas échoué sur le cannabis, ils ont échoué sur tous les sujets liés à l'insécurité. Et les chiffres sont alarmants, les chiffres sont parlants. Et vous le savez, d'ailleurs, vous êtes journaliste, vous savez très bien que les chiffres sur le sujet sont non seulement inquiétants, mais terrifiants. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense, et c'est amusant, mais si demain, Gérald Darmanin faisait comme M. Salomon et tous les soirs venait nous donner le nombre de cambriolages, le nombre d'agressions, le nombre de viols, etc., les gens ne sortiraient plus. Ça se rigole. C'est un discours de candidat à la présidentielle ou pas ? Ce sont des annonces de candidats ? Pour moi, c'est pas tant le sujet. C'est-à-dire j'en ai un peu rien à faire de savoir s'il est en candidat, s'il ne l'est pas encore, s'il le sera. Je crois qu'Emmanuel Macron, pour beaucoup et pour tout le monde, c'est fait. Il est en train de lancer sa campagne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est en train de venir sur des thèmes qui parlent aux Français. La sécurité, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron découvre, après 5 ans d'exercice du pouvoir, qu'il y a des problèmes d'insécurité en France. Mais ce qu'on a envie de dire à Emmanuel Macron... Il vaut tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais, mais c'est quand même plus facile pour lui, visiblement, quand on est à 90 jours de l'élection présidentielle, de se préoccuper de ces questions-là. Je trouve la ficelle un peu grosse, je trouve ça un peu facile de sa part. Il se réveille, il fait ses coups comme, un coup il divise les Français sur le Covid, un coup il vient sur des thèmes qui sont majoritaires aujourd'hui en France. C'est un peu simple, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a toutes les données de l'État, il a un ministre de l'Intérieur qui est censé travailler, il a toutes les clés en main pour agir. Et il se réveille à 3 mois de l'échéance la plus importante. Là, c'est pour la forme, mais sur le fond, il a quand même de grandes annonces, 15 milliards d'euros, des policiers supplémentaires, des brigades anti-drogue. C'est un peu ce que vous réclamez depuis le début. Mais très bien, mais Emmanuel Macron, pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors si c'est important ? Pourquoi ne l'a-il pas fait ? Enfin, quand il est arrivé en 2017 en France, il y a déjà des problèmes d'insécurité. C'est pas une nouveauté, ces problèmes-là. Ces problèmes-là, ils existent depuis des années. Et Emmanuel Macron, encore une fois, il a un bilan. Il y a toutes les 44 secondes une agression sur notre territoire. Il a découvert hier soir, ça, Emmanuel Macron ? Je ne crois pas, et je crois que c'est une mesure, c'est des annonces de campagne en réalité. Moi, j'appellerais pas ça des mesures actuelles, mais des promesses de campagne qu'Emmanuel Macron pourrait nous faire si il est de nouveau candidat, ce qui ne fait pas beaucoup de doute visiblement.